Parfait. Je bois un peu. Eh ben, merci à tous. Merci d'être connectés à la fois sur Zoom et sur la nouvelle plateforme de la Chambre française de commerce qui s'appelle MyCFCIM. Sixième rendez-vous de l'économie de la Chambre française de commerce. Je me permettrai de faire un léger préambule avant de présenter notre prestigieux invité de ce rendez-vous. Et puis ensuite, on pourra commencer cette conférence. Donc, merci à tous d'être présents. Et comme tout le monde le sait, désormais, le Maroc, à l'instar de la quasi-totalité des pays, connaît une crise sanitaire majeure depuis plus de 6 mois bientôt. Et à cette crise sanitaire s'ajoute désormais une crise économique dont certains affirment qu'elle est sans comparaison avec les crises précédentes. Donc, les économies sont pour la plupart des pays en récession, que ce soit les pays en développement ou les pays dont l'économie est dite un peu plus mature, tous sont touchés. Le continent africain tout entier devrait être en décroissance cette année et, sauf erreur, je crois que c'est la première fois en 25 ans. Donc, selon les secteurs d'activité, les conséquences de la crise économique sont plus ou moins importantes. Certains secteurs d'activité pourront repartir vite et d'autres, on le voit déjà, vont peiner à repartir. Et peut-être pour certains, vont-ils disparaître et réapparaître sous une autre forme. Ainsi, certains secteurs d'activité qui constituaient le socle du dynamisme économique du royaume sont désormais à l'arrêt ou gravement touchés. On citera évidemment, et on pense tous, à l'activité du secteur tourisme. Plus généralement, évidemment, les entreprises souffrent. Elles souffrent par leur trésorerie, évidemment, des problèmes de trésorerie, et surtout les plus petites entreprises, les PME et les TPE qui sont clairement en souffrance par rapport à la fois l'activité et bien entendu leur trésorerie et leurs charges et leurs créances. Donc, plus que jamais, les adhérents attendent des réponses concrètes, fiables, du fait d'un environnement réglementaire et contextuel en constante évolution et du fait d'un contexte de crise économique particulièrement singulier. Alors voilà, donc comprendre les tendances d'ici ou d'ailleurs, essayer de comprendre ce qui se passe exactement, essayer d'avoir un peu de regard. Il apparaît désormais très clair que la prise de recul, l'analyse de la situation et la compréhension de tout ce qui peut l'être, ou encore la prise en considération de l'incertitude comme une donnée permanente et saillante, sont devenues obligatoires pour les chefs d'entreprise et les décideurs plus largement. Ce sont donc les thématiques que nous aurons la chance d'aborder avec notre nouvel invité, Monsieur Akesbi. Donc effectivement, pour ce 6e rendez-vous, après, je le rappelle, Monsieur Berada Mohamed, Monsieur Jalil Bensouda, Madame Neza Larichi, après Monsieur Driss Benima, Madame Ozyourt. Cher monsieur, nous sommes forcément ravis et très honorés de vous accueillir au rendez-vous économique de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et de pouvoir bénéficier de votre point de vue et de votre expertise pour décrypter, autant que cela est possible, la situation actuelle et ses conséquences. Alors, pour vous présenter, même si tout le monde vous connaît, mais pour vous présenter peut-être un peu plus en détail, cher monsieur, vous êtes économiste, vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en section économique et financière. Vous êtes également titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion et d'un diplôme des études comptables supérieures et d'expertise comptable au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes enseignant-chercheur, vous avez été enseignant-chercheur, professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, à Rabat. Vous y avez enseigné les politiques publiques, notamment dans les domaines de l'économie rurale et des finances publiques, et vous avez animé divers enseignements et séminaires sur les politiques agricoles, le management des projets, la fiscalité, et encore plein d'autres choses. Depuis 2 ans, vous êtes vous êtes un très jeune retraité. On est tous convaincus que vous êtes un très jeune retraité, très actif, et c'est une évidence. Et c'est pour nous, encore une fois, un grand honneur pour la Chambre française de commerce, et nous qui vous écoutons, de vous avoir en invité aujourd'hui. Je me permettrai un tout petit rappel. Donc aujourd'hui, cette conférence, elle se déroule à la fois sur Zoom et sur MyCFCIM, pardon. On aura 2 temps. Une première partie qui sera consacrée donc à l'exposé de notre invité, et puis une seconde partie au cours de laquelle on pourra
répondre aux questions que ceux d'entre vous auront bien voulu poster sur Zoom en tout cas. Donc, Monsieur Akesby, le monde connaît depuis plusieurs mois une crise sans précédent. La crise sanitaire du coronavirus touche tous les pays, on l'a déjà dit, qu'ils soient riches, moins riches, aucun n'est épargné. Donc, tous s'accordent à dire que cette crise met aussi à jour un certain nombre de défaillances dans la manière dont le monde a fonctionné et a été gouverné et s'est développé au cours du dernier siècle. Cette crise, par son ampleur, sa singularité, son caractère inédit, plonge aussi les décideurs et les acteurs économiques dans une période d'incertitude assez inédite. Donc, monsieur, nous sommes particulièrement intéressés par votre point de vue et notamment vous entendre à propos de cette situation, bien entendu, peut-être avoir votre point de vue sur les mesures qui ont été prises déjà ici et ailleurs et leurs conséquences, parler de cette rentrée économique qui est encore une fois singulière dans ce contexte si particulier, et puis par les perspectives évidemment, et pour vous, quelles seraient les réformes fondamentales que vous jugez nécessaires en ces temps. Voilà, Monsieur Akesby, je vous souhaite une très bonne conférence et la parole est à vous. Bien, merci Monsieur Rateau. Merci pour cet accueil sympathique et le jeune retraité que je suis est heureux d'être parmi les jeunes et moins jeunes entrepreneurs que vous êtes. Et j'espère effectivement que cette rencontre, dans une ambiance qui effectivement est très, très singulière, vous l'avez souligné, une rentrée réellement, une rentrée, je dirais, bizarre, atypique, unique dans son genre, effectivement. Je crois on est en permanence confronté à des faits nouveaux et souvent on est armé que par sa capacité à analyser en l'occurrence, souvent l'expérience ne nous est pas d'une grande utilité. Moi, je dirais qu'en réalité, rien ne se passe comme prévu, ou du moins comme on aurait souhaité, on l'aurait espéré. Et je commencerai par dire effectivement à 3 niveaux. Il y a le niveau sanitaire, le niveau scolaire, donc la rentrée, il y a la rentrée sanitaire, la rentrée scolaire et la rentrée économique et sociale. Alors, très, très, très rapidement, c'est juste en guise d'introduction, moi je dirais que sur le plan sanitaire, en fait, la rentrée elle est réellement pire que ce qu'on aurait pu imaginer, même dans les scénarios les moins optimistes. Pour faire simple, pour vous dire quand même l'évolution tout à fait paradoxale. J'ai envie de dire, on est entré au mois de mars en confinement avec une moyenne de 50 cas. On est sorti du confinement au mois de juin avec 500 cas et on s'installe aujourd'hui au-dessus de la barre de 2000 cas. Je pense que ce simple rapprochement permet de voir à quel point la situation marocaine est assez atypique. Je crois que vous avez tous en tête les fameuses courbes de Gauss qu'on trace régulièrement pour montrer, indiquer l'évolution. L'évolution de l'épidémie, regardez la courbe marocaine, je peux vous assurer qu'elle ne ressemble à rien du tout. La rentrée scolaire, elle, est scolaire, universitaire, elle est également tout à fait atypique. On ne sait pas, on rentre, on ne rentre pas, on n'ouvre pas. Est-ce qu'on étudie à distance, en présentiel? Vous avez des écoles qui ont ouvert et qui maintenant sont en train de fermer. Bref, à l'université, je peux vous dire que non seulement on en est seulement maintenant en train d'essayer passer les examens qui auraient dû avoir lieu au mois de juin. Mais à Casa, par exemple, on ne sait même pas si les examens vont effectivement avoir lieu. Bref, c'est vous dire à quel point on est vraiment dans des situations tout à fait inédites. Alors, pour ce qui est de la rentrée économique, là aussi, évidemment, on va s'attarder là-dessus, mais je peux vous dire que là aussi, s'il faut souligner un titre, je peux vous dire que contrairement à ce qui se passe d'habitude, s'il y a un mot-clé pour caractériser la rentrée actuelle, c'est le mot incertitude.
Voilà, le mot incertitude est le mot qui caractérise la situation. On ne sait rien, personne ne sait rien. Vous voyez, on a l'impression que tout le monde prend conscience que, en fait, personne ne voit encore le bout du tunnel, évidemment, de la pandémie. Et je dirais qu'il en découle paradoxalement deux choses dont on est à peu près certain, deux certitudes, si vous voulez. La première, c'est qu'on est à peu près certain que la situation est en train de s'aggraver. Là, vous voyez bien tous les observateurs, vous-même, les gens, les hommes et les femmes du milieu des entreprises, et je pense que ça va bientôt, ça ne va pas tarder, les instituts officiels de statistiques vont suivre. On est tous en train de s'apercevoir que les prévisions qui avaient été échafaudées au début de l'été se sont avérées en fait optimistes. Pour une fois, on a réellement été trop optimiste et que donc les faits tels qu'ils se déroulent suivent une évolution, une pente qui est quand même plus difficile, plus dure que ce qu'on avait pu. Alors, vous connaissez l'histoire, on avait prévu une évolution en V, certains parlent maintenant de W, moi j'avais parlé plutôt d'une évolution en U. On pourrait maintenant paradoxalement parler d'une évolution en WU. Bref, ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est qu'on est sûr que la situation actuelle est plus mauvaise qu'on a pu l'observer auparavant. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tout en étant sûr que ça va être plus mauvais, personne, là aussi, ne peut se hasarder à échafauder de nouveaux scénarios crédibles, évidemment, crédibles pour cette fois, qui puissent avoir des chances de se réaliser, évidemment, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas une idée claire au niveau de la pandémie, quand et on sortira donc de cette pandémie, et bien, tant qu'on restera dans cette situation, personne ailleurs, au Maroc, nulle part, ne peut se hasarder à réellement aujourd'hui regarder les gens les yeux dans les yeux et leur dire l'année prochaine ce sera comme ci et pas comme ça. Voilà. Donc, on en est là. Et vous l'avez évoqué, c'est vrai que dans cette ambiance un peu lourde, morose, difficile, incertaine, ben oui, le mieux qu'on puisse faire ensemble dans une rencontre comme celle-ci, c'est d'essayer peut-être de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Au moins, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et je dirais que pour le faire, évidemment, je peux faire quelques rappels sur l'évolution, mais je pense que le mieux pour être quand même dans les faits de plein pied dans l'actualité, je me suis dit que le mieux pour introduire nos discussions, c'est de parler de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Le fameux plan de relance, lancé dans un discours royal précédent et qui a commencé à se mettre en place au cours du mois d'août. Alors évidemment, le mois d'août, c'était les vacances, etc. Je pense que c'est maintenant que les choses se mettent en place, se précisent, et je crois qu'il est très important qu'on puisse ensemble débattre, discuter des orientations du moins majeures de ce plan, non seulement parce que ça indique ce qui va venir, quelles sont les intentions, mais en même temps, ça indique le sens des choses, quelles sont les nouvelles sensibilités et qu'est-ce qu'il est possible de faire de concret, de certain, de positif dans un endroit qui, lui, et comme j'ai dit, est incertain. Alors, donc mon intervention, je vais essayer de l'organiser autour de cela. Dans un premier temps, tout de même, donc effectivement, un rappel un peu des politiques conduites jusqu'à maintenant et un peu avec leur... Et en fait, c'est surtout pour montrer que malheureusement, si la situation s'aggrave, c'est aussi parce que ces politiques n'ont pas produit les effets qui ont été attendus. Et puis, passer donc en deuxième temps, j'espère assez rapidement, vers la présentation et la discussion du plan de relance. Voilà. Alors,
très brièvement. Vous savez que, on l'a dit, tout a commencé par une crise sanitaire. La réponse que nombre de gouvernements en Europe, mais aussi évidemment au Maroc et ailleurs, ben, ça a été le confinement. Et le confinement a produit évidemment une crise économique tout à fait inédite. Crise économique qui a d'abord été une crise de l'offre, parce que ça s'est d'abord traduit par un arrêt brutal, violent de la production, différents secteurs. Vous avez rappelé les secteurs les plus touchés. Et puis, au Maroc en particulier, compte tenu de la vulnérabilité, de la fragilité des revenus de la population, on a pu le vérifier, on le reviendra peut-être dans le débat, on a pu constater comment en quelques jours, lorsque les fameuses listes ont été ouvertes pour que les gens s'inscrivent pour obtenir une aide de l'État, eh bien 5,5 millions, presque 5,5 millions de ménages se sont inscrits. C'est globalement, compte tenu de la taille d'un ménage moyen, on est autour de 25 millions de personnes, c'est presque les 2/3 de la population. C'est vous dire à quel point, ben oui, la crise de l'offre a violemment aussi fragilisé la situation des ménages, la situation de la population et donc les revenus de la population, et donc c'est rapidement converti aussi en crise de la demande. Donc ça c'est aussi quelque chose d'inédit, on se retrouve avec une crise qui est de l'offre et une crise de la demande. Dans le cas marocain, avec la particularité qu'en réalité, la crise avait été précédée et non pas suivie par la sécheresse. Et chacun sait combien l'agriculture continue de rythmer, de déterminer le cours de l'économie marocaine dans son ensemble. Hein. Et donc l'année 2020, c'est aussi une année de sécheresse, donc avec tout ce que cela implique, non seulement en termes de baisse de la production, d'insécurité alimentaire, mais aussi en termes tout simplement de niveau de vie en milieu rural, d'emploi en milieu rural, de conditions de vie en milieu rural. Et puis, autre élément aussi, autre élément qui aggrave là aussi la situation, l'importance de notre arrimage à l'Europe, la forte connexion de l'économie marocaine, en particulier avec l'Europe du Sud. Vous savez que pratiquement nos deux premiers clients, comme nos deux premiers fournisseurs, ce sont essentiellement la France et l'Espagne. Si vous ajoutez à ce trio cet arc latin, qui est donc l'Espagne, la France et l'Italie, vous vous apercevez de cette circonstance aggravante, si je puis dire, qui est que ces trois pays avec lesquels nous faisons l'essentiel de notre commerce extérieur, à partir desquels nous recevons l'essentiel de nos touristes, à partir desquels nous recevons l'essentiel des transferts de nos Marocains résidant à l'étranger, à partir desquels nous recevons l'essentiel de nos investissements directs étrangers. Vous voyez un peu les 4 canaux de transmission de la crise. Eh bien, ce sont ces 3 pays qui aussi, malheureusement pour eux et pour nous, figurent parmi les pays qui ont été quand même parmi ceux qui ont été les plus touchés par la crise. Et donc, la gravité de la crise chez eux ajoute à la gravité de la crise chez nous. Voilà. Donc, en gros, très rapidement, brosser l'allure de la crise sous cette forme, hein, aujourd'hui. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler très bien, pour qu'on arrive au plan de relance, les mesures qui ont été prises. En gros, pour faire face à la crise, le gouvernement, les gouvernants ont agi à travers 2 axes, à un double niveau. Le premier concerne en direction des entreprises, le deuxième va en direction des ménages. En direction des entreprises, vous connaissez tout ça, je ne fais que rappeler les têtes du chapitre, et les reports des différentes échéances fiscales, sociales, etc., les rééchelonnements de crédit, les crédits bancaires plus ou moins garantis, avec taux plus ou moins abaissés, parce que le Banque Al Maghreb a également abaissé le taux direct. Vous avez eu essentiellement la distribution des directs. On a commencé d'abord à distribuer
aux quelques 800, 850 000 familles qui sont inscrites à la CNSS, qui ont le privilège de bénéficier de la CNSS. Et ensuite, il a bien fallu passer aux 2 millions, 2 millions de ménages inscrits au RAMED. Et puis encore, il a fallu passer à 2 autres millions de familles qui ne sont ni à la CNSS, ni au RAMED. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a représenté quand même quelque chose que 5,5 millions de familles. Et ce sont donc des familles auxquelles on a versé, alors on a versé pendant 2-3 mois, entre 800 et 1200 dirhams, disons entre 70 à 110, 120, 110 euros par mois. On discutera suffisant, pas suffisant. En tout cas, c'était un moyen pour essayer d'atténuer tant que ce soit possible, d'atténuer un peu la dureté de la... Et aussi, et je le dis d'ailleurs parce que ça reste d'actualité aujourd'hui, et aussi parce qu'on s'est aperçu qu'en réalité, la condition du maintien du confinement, c'était de distribuer des revenus. Que, je répète, on est au Maroc, on n'est pas malheureusement dans des pays où le système de protection sociale est tel qu'il constitue un véritable amortisseur. On est au Maroc et les gens, en fait, une grande partie de la population active travaille le jour pour gagner de quoi vivre la nuit, de se nourrir. Et donc, vous ne pouvez pas en même temps demander aux gens de se confiner et de ne pas leur donner de quoi vivre. Bien. Alors, après, il y a eu le déconfinement. Et je dirais que, en réalité, là aussi, je vais très très vite, vous voyez, je dis juste les têtes de chapitre. Je dirais qu'en réalité, après le déconfinement, il y a eu incontestablement, en toute objectivité, il ne s'agit pas de faire des procès d'intention à qui que ce soit, mais ce sont des faits que chacun a pu constater. Il y a eu des décisions, on va dire, pour le moins mal avisées. Hein. Il y a eu des bêtises qui ont été faites. Les conditions du déconfinement en elles-mêmes, évidemment la décision de célébrer, de laisser célébrer et donc se déplacer les populations et se réunir pendant l'Aïd et le Kébir, les conditions aussi dans lesquelles ont été gérées les plages, du moins au cours du mois de juillet. Bref, il y a eu un certain nombre de mesures qui, manifestement, ont créé une situation nouvelle. Pour être juste, hein, il y a aussi d'un autre côté quand même une amélioration des conditions de traitement de la pandémie, notamment à travers le nombre de tests qu'on a augmenté sensiblement par rapport au mois d'avril ou de mai. Toujours est-il que, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve au cours de ce mois d'août et au cours de ce mois d'avril dans des conditions où, de toute évidence, la situation de l'être s'aggrave, à tel point que donc, dure certaines villes, reconfiner un certain nombre d'endroits. Il est question maintenant même de reconfiner soit la totalité, soit des régions, soit des villes, etc. Bref, on est où règne une sorte d'état d'esprit. Et je le dis, j'insiste là-dessus parce qu'évidemment, chacun comprend l'intérêt, l'impact, la relation que cela a avec justement l'économie. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui est relativement défavorable. Hein. Je peux dire que, je peux même dire qu'il y a une sorte de ras-le-bol général. On a l'impression que, d'une certaine façon, on a mangé notre pain blanc au début. Vous savez, le premier confinement, globalement, on le sait, quand même, a été relativement bien accueilli par la population. Les gens, K1, KH, ont été disciplinés. Mais là, on a l'impression que une sorte de ras-le-bol. La population, de toute évidence, tous les jours, vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux, la population n'accepte pas mal. Il y a même, c'est en relation avec les mauvaises décisions qui ont été prises, une sorte de défiance vis-à-vis des décisions des pouvoirs publics. Et donc, c'est un climat qui n'est pas simplement les conditions de l'épidémie, les conditions objectives de l'épidémie, mais il y a une dimension, je dirais, subjective, une dimension psychologique
qui n'arrange pas les choses, notamment dans l'esprit d'une éventuelle relance. Voilà. Alors donc, j'en arrive donc maintenant au plan de relance. Alors le plan de relance, en gros, vous savez, ça a été en gros décliné au cours du mois d'août. C'est un plan comme plan de relance. Ça n'a pas, a priori, hein, ça n'a pas l'ambition d'engager le nouveau modèle de développement. Hein. Ça n'a pas d'ambition très, très grande. Même on parle d'accompagner la relance. Hein. C'est un certain nombre de mesures d'accompagnement de la relance. Même si, je vais y revenir bien évidemment, moi personnellement, je considère qu'il y a quelques réformes, je vais y revenir bien sûr, qui sont des réformes majeures, qui sont même structurantes. Je vais y revenir. Bien. Alors, pour résumer très simplement, 3 axes. Ce plan de relance, on va dire qu'il repose sur une sorte de trépied, 3 axes. Le premier trépied, c'est un plan de financement, une enveloppe de 120 milliards qui va être, d'une manière ou d'une autre, injectée qui devrait être injectée dans l'économie. Je prends mes précautions avec les mots. Hein. Le deuxième pilier, c'est la généralisation projetée de la couverture médicale dans la perspective de généralisation, tenez-vous bien, s'il vous plaît, du système de protection sociale. Donc, on est en train de parler de quelque chose de global, la sécurité sociale dans ce pays. Et puis, le troisième pilier concerne le secteur public, qu'il est question là aussi de restructurer, de réformer, etc. Voilà, donc 3 axes, je vais les aborder en essayant à chaque fois d'en discuter. On a dit qu'on veut comprendre, d'en discuter le pour et le contre, les risques, etc. Et éventuellement, à chaque fois, donner quelques pistes de solutions possibles. Alors, premier axe, une enveloppe de 120 milliards. Cette enveloppe, c'est important. Quantitativement, c'est de l'ordre de 11% du PIB. Je dirais que ça n'est pas rien, c'est moins que ce que font d'autres pays, notamment en Europe, mais ça n'est pas rien. Par rapport à ce qui a été fait, par exemple, à ce qu'a annoncé la loi de finances rectificative, je pense que, au passage, je peux vous dire que ce plan, d'une certaine façon, est une sorte de rattrapage de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été complètement raté par la loi de finances rectificative. D'une certaine façon, c'est comme si le discours du roi vient pour dire oui, bon, c'est vrai, la loi de finances n'a pas répondu aux questions, aux attentes. Voilà de nouvelles pistes. Donc, 120 milliards, c'est important. Maintenant, comment ces 120 milliards vont être répartis? En gros, il y a 2 composantes. Une de 75 milliards, alors, pour faire simple, c'est des crédits bancaires, tout simplement. Donc, soyons clairs, on reste dans la logique de ce qui a déjà été fait. On est dans une logique où on estime que les entreprises peuvent passer le cap, peuvent surmonter leurs difficultés à coup de crédits bancaires. Évidemment, alors, quelle est la chose nouvelle? D'une part, c'est des crédits garantis par la CCG, donc pas garantis par l'État, et d'autre part, en principe, puisque, comme j'ai dit, le taux directeur de Banque El Maghreb a quand même été abaissé à 1,50, alors maintenant, comme les banques veulent garder leurs 200 points de base, donc on devrait tourner autour d'un taux de l'ordre de 3,5%. Bien. Alors, très brièvement, quelles sont les observations qu'on peut objectivement faire au sujet donc déjà de ce premier volet important, en partant du moins en termes de montant. Première chose, l'expérience. On a l'expérience. Vous dites, on est dans la continuité. Je pense que vous êtes des chefs d'entreprise pour la plupart. Je pense que vous avez eu à pratiquer. Ce n'est donc pas à moi de vous dire, de vous raconter des choses que vous avez probablement vécues et pratiquées. Mais ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'observateur, je lis, j'écoute, je discute, je vois ce qui se passe. C'est que l'expérience n'a pas été concluante. Les entreprises servies, la proportion d'entreprises servies reste très en deçà de ce qui était attendu. Les entreprises ne sont pas, beaucoup de chefs d'entreprise continuent de se plaindre des conditions d'octroi des crédits, mais tout simplement, je dirais, du taux d'intérêt. Je peux vous dire quand même que
objectivement, le taux d'intérêt reste élevé. 3,5, ça reste élevé. Ça veut dire 200 points de base, 2 points de marge, c'est beaucoup, surtout si on tient compte du fait que quand même, puisque ce sont des crédits maintenant garantis. Donc, dès que la part prime de risque qui est contenue dans la marge d'intermédiation, ben, en principe, devrait quand même être réduite à sa plus simple expression. Donc, en toute logique, vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, un taux de un point directeur de 1,50, ça devrait faire tout au plus 2,5, pas 3,5. Bon. Donc, on est quand même dans une relation qui reste quand même assez bizarre. Vous savez, on a l'impression qu'on est dans une relation entre l'État et les banques, où l'État s'engage quand même à faire des choses. Hein. Et de l'autre côté, ben, les banques ne s'engagent pas à grand-chose. Hein. Regardez le pacte, d'ailleurs, le pacte qui a été signé en plein mois d'août hein, entre l'État et le GPBN. Ben, je peux vous dire, l'État s'engage à faire ceci et cela, le GPBN, évidemment, à part des généralités du genre on va faciliter l'accès du crédit, etc., le GPBM ne s'engage pas à quelque chose de concret pour améliorer cette formule Deuxième observation que j'ai envie de faire, c'est quand même, ça concerne, on est encore une fois face à un tissu économique où on sait l'importance du secteur informel, on sait l'importance de la petite et moyenne entreprise, de la micro-entreprise. Vous savez, quand même, ce type de crédit, c'est essentiellement pour les entreprises du secteur informel. On n'a pas l'impression à des formules de crédit qui correspondent vraiment aux besoins de la micro-entreprise. D'ailleurs, au passage, je suis étonné de constater, par exemple, les microcrédits, où sont-ils? On se serait quand même attendu à ce que les entreprises de microcrédit puissent également être intégrées dans ce jeu, jouer un rôle plus important. Ça ne semble pas le cas. Troisième observation que j'ai envie de faire, elle est peut-être encore plus fondamentale, parce qu'elle a trait au cœur même de la politique publique en la matière. En fait, cette façon d'agir par les crédits, ça veut dire qu'on agit au niveau des entreprises, en clair, on agit au niveau de l'offre. Et on estime que la solution passe à travers l'offre. Or, le problème, et chacun le sait, bien sûr qu'il y a un problème d'offre, personne ne va pas en disconvenir, mais c'est évident qu'on est d'abord aussi face à un problème de demande. Et tout le monde sait aujourd'hui que nombre d'entreprises, vous le savez bien, je dis certainement des banalités que vous connaissez tous les jours, que vous rencontrez tous les jours. Vous êtes une entreprise, votre problème aujourd'hui, bien sûr, vous avez des problèmes de financement. Et donc, un crédit, c'est toujours bienvenu. Il va peut-être vous régler pendant un temps, à quel coût? Une autre histoire, mais va vous régler un petit problème financier à un moment donné. Mais, votre problème aujourd'hui, c'est le carnet de commandes. Votre problème aujourd'hui, c'est la demande. Si vous êtes aujourd'hui une entreprise touristique, par exemple, et vous n'avez pas, il n'y a pas de demande, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec un crédit? Je répète, si ce n'est faire de la cavalerie, peut-être, régler un problème ponctuel pour en créer d'autres. Mais ce n'est pas ça qui va vous régler le problème, qui va permettre à l'entreprise de se remettre à fonctionner, d'alimenter les ressources, de créer de reprendre de l'emploi, etc., etc. Sans compter que d'ailleurs, là aussi, je dis au passage, les conditions officiellement, c'est que les entreprises gardent 80% de l'emploi. Bon, je ne suis pas en situation de porter un jugement comme ça univoque pour toutes les entreprises, mais je suis obligé de constater quand même que implicitement, ou même explicitement, on permet le licenciement d'un cinquième des employés ou des salariés. Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça va dans le sens du renforcement de la demande? On voit bien qu'il y a quand même un problème. Bien, je passe à l'autre volet qui est de 45 milliards. Alors là, il s'agit d'un fonds d'investissement stratégique. On va créer un fonds dit des investissements stratégiques et qui devrait en fait se charger d'opérer soit alors de manière directe, c'est-à-dire carrément réaliser des chantiers d'infrastructure directement en PPP, etc. Soit intéressant, c'est assez novateur,
dans les conditions du Maroc, investir, faire des investissements de prise de participation, de prise de part de capital. En clair, il s'agirait d'aller sauver des entreprises, d'intervenir au niveau de secteurs clés, par exemple l'énergie, les infrastructures, etc. Je pense que c'est très important. À mon avis, c'est une mesure qui, si elle est bien conduite, risque d'avoir un effet favorable, positif. Alors, il reste maintenant les conditions de financement. Parce que sur les 45 milliards, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est 15 milliards. C'est ce qui est déjà dans la loi de finances rectificative. Les 30 milliards, d'où viendrait-il? Pour l'instant, on ne sait rien. On ne sait pas d'où ces 30 milliards pourraient venir. Et alors, du coup, la question qui se pose avec acuité, c'est celle justement des moyens de financement. Vous savez, cette discussion, ce débat sur les moyens de financement de la crise, d'une manière ou d'une autre, elle est posée depuis le début. Vous savez qu'en gros, il n'y a pas de mystère. Soit l'État, pour renforcer ses ressources propres, fait une réforme fiscale. On y reviendra si vous le voulez, mais c'est évident que dans la situation que chacun connaît d'un système fiscal qui est à la fois inefficace et inéquitable. Et moi, j'ai toujours dit, il est inefficace parce qu'il est inéquitable, et inversement d'ailleurs. Donc, une réforme fiscale s'impose. Bien. L'autre solution, c'est une politique monétaire. Là aussi, appelez-la comme vous voulez. L'objectif, c'est clair, une politique monétaire où la Banque centrale intervient, achète de la dette publique sur le marché, primaire, secondaire, comme vous voulez, d'une manière ou d'une autre. La Banque centrale injecte, et là aussi, si vous avez des questions, on reviendra dans la discussion, je pourrais apporter des éléments qui clarifient cette question. Troisième possibilité, c'est l'endettement, tout simplement. Tout bêtement, je vais dire, l'endettement, ça reste toujours la solution de facilité. C'est ce qui a été retenu dans la loi de finances rectificative. Je vous rappelle qu'on s'endette de 40 milliards supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi, dans la loi de finances 2020. Alors, moi, j'ai envie, vous voyez, il ne s'agit pas simplement de discuter, de critiquer, mais il s'agit aussi d'ouvrir des pistes. Moi, je dis, nous avons là une occasion, une opportunité, mais véritablement rare et extrêmement précieuse, je dirais, de faire d'une pierre plusieurs coups. Et là, ceux qui savent, depuis longtemps, j'essaie de défendre cette thèse, celle de la conversion de la dette en investissement. La conversion de la dette en investissement, là aussi, je pourrais développer si la question est posée, mais je vous dirais que là, parce que la conversion de la dette, on l'a déjà pratiquée, mais c'était avec la dette extérieure. Dans les années 90, début des années 2000, on a converti de la dette extérieure en investissement. Là, ce dont il est question, c'est de la conversion de la dette intérieure qui représente 80% de la dette publique, 80%. Et l'idée, c'est justement, puisque ça correspond tout à fait à l'esprit de ce fameux fonds des investissements stratégiques et qu'on veut faire en PPP, en collaboration avec le secteur privé, etc. L'idée, c'est quoi de la conversion? C'est qu'aujourd'hui, on sait que l'essentiel, en fait, de la dette intérieure, qui est très importante, c'est quoi? C'est les banques et les compagnies d'assurance, la CDG, disons ce qu'on appelle vulgairement les zinzins. Eh bien, l'idée, c'est qu'une partie du service de la dette, qui aujourd'hui, je vous rappelle que dans la loi de finances, il sort cette année presque 100 milliards, un peu moins de 100 milliards de dirhams du service de la dette, où vous allez trouver quelques 70 ou 75 milliards juste pour la dette intérieure. Donc, une partie de ce service de la dette, au lieu de sortir du budget de l'État et aller alimenter les circuits bancaires, eh bien, ne serait-il pas plus judicieux que donc une partie de ce service de la dette vienne s'inscrire dans ce fonds des investissements stratégiques? Et on aurait là une expérience tout à fait unique, tout à fait intéressante d'un partenariat entre l'État et le secteur privé à travers les banques, les compagnies d'assurance, etc. L'État a déjà mis 15 milliards dans ce fonds. Les banques pourraient mettre 15, 20, 30 milliards, peu importe, ça c'est la négociation qui le dirait. Mais les banques
et les institutionnels, en fait, les créanciers de l'État, mettraient une partie de leur service de la dette dans ce fonds, et puis avec ce fonds-là, on pourrait évidemment agir, on pourrait prendre des participations, sauver des entreprises, et là aussi, moi j'insiste beaucoup, j'ai dit d'une pierre plusieurs coups. Le premier cas d'entreprise qu'il s'agirait aujourd'hui de sauver, cas tout à fait emblématique, c'est évidemment la Samir, où vous savez que l'État est déjà le principal créancier. Et précisément parmi les solutions qui ont été avancées, ça et là, eh bien, justement, c'est la possibilité que l'État, mais là, ça serait donc ce fonds d'investissement, où il y aurait à la fois l'État et des investisseurs privés, qui prendraient le contrôle de la Samir, qui permettrait à la Samir de redémarrer et quand même de permettre à ce pays de retrouver cet outil, non seulement de production, mais de souveraineté énergétique dans le pays. Donc, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez bien l'intérêt de saisir cette idée de fonds des investissements stratégiques, d'adopter une formule de financement, comme on dit, innovante, en tout cas très intéressante, et de pouvoir faire des choses extrêmement intéressantes à ce niveau. Bien, voilà pour le premier axe. Je vais passer rapidement, parce que je suis conscient peut-être d'avoir pris un peu plus de temps que prévu. Le deuxième axe, là, on n'est pas dans le financement, on n'est pas dans la conjoncture, on est réellement, je pense, dans quelque chose de très fondamental. Il s'agit de la généralisation, je dis bien, je vous reprends les termes officiels, généralisation de la couverture médicale dans la perspective de généralisation de la sécurité sociale, de la protection sociale. C'est de cela qu'il est question. Alors, je peux vous dire, très sincèrement, je mesure mes mots. Vous savez, très souvent, on a malheureusement l'habitude dans ce pays de considérer que n'importe quel chantier, c'est un grand chantier, c'est un chantier du règne, c'est ceci, c'est cela. Souvent, je pense qu'on exagère. Mais là, on n'exagérait pas. Hein. Moi, je dis que si, alors évidemment, si cette réforme-là, telle qu'elle est annoncée, et je vais vous préciser comment elle est annoncée, mais je dis de prime abord que si cette réforme est réalisée, là, oui, on pourra dire qu'on aura réellement réalisé une véritable réforme du règne. C'est-à-dire une réforme structurelle, structurante, je dirais, tout à fait décisive vers, n'ayons pas peur qu'on pourrait appeler l'État social. L'État social, enfin, les populations de ce pays pourraient se considérer comme ayant un niveau de protection sociale acceptable. Alors donc, de quoi s'agit-il? Pour vous dire l'importance en tout cas de ce qui est annoncé. Je vous donne les faits simplement pour vous dire que si ça se réalise, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Dès janvier 2021, dès janvier 2021, généralisation de la couverture médicale, allocation familiale également, extension, généralisation des allocations familiales. Donc, assurance maladie obligatoire, AMO, et allocation familiale en principe. Donc, voilà deux réformes majeures, évidemment, pour être engagées en janvier 2021, devraient figurer avec leur texte d'application, avec leurs moyens de financement, dans le projet de loi de finances 2021 qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Hein. Donc, c'est vous dire, moi, je prends acte. Sur la base de cette intention, je dis, ce serait magnifique, c'est très très bien, mais attendons pour voir. Attendons voir et on jugera ensuite. Mais en tout cas, l'intention me paraît extrêmement ambitieuse. Et ensuite, c'est un peu plus décalé entre 2023 et 2025, mais ça reste quand même dans les 4-5 années qui viennent, hein, généralisation de la retraite à la population active et des indemnités, de l'indemnité pour perte d'emploi au profit aussi donc de la population active. C'est en fait une indemnité pour perte d'emploi, pour chômage. Voilà.
j'insiste beaucoup, je dis que ce sont des réformes. Là, vous voyez, on n'est pas dans la conjoncture, on n'est pas simplement dans la relance, on est dans quelque chose de fondamental. Je dis, j'ai envie, ça, malheureusement, l'histoire, je suis un jeune retraité, mais j'ai quand même beaucoup de mémoire, je suis la politique publique dans ce pays depuis 40 ans, et je peux vous dire que si je devais en juger par expérience, je serais beaucoup plus circonspect, disons, que cela. Malheureusement, que de projets a-t-on promis dont on n'en a jamais vu la couleur. Mais pour l'instant, je ne fais pas de procès d'intention, je ne fais pas rien, je dis, si on réalise ces réformes, c'est très bien. Sans compter l'autre réforme qui me paraît également extrêmement importante, et là qui s'adresse à la question, au problème de la demande, c'est le revenu direct. C'est le revenu direct. Vous l'avez dit, on a commencé une expérience entre mars et mois de mai ou juin, plus ou moins dans l'improvisation, dans la désorganisation, mais quand même, ça a fini par se faire. Mais déjà, toutes les interventions que je faisais, je disais, OK, on a fait un pas, maintenant, on a mis en place un système, il s'agit maintenant, il ne s'agit pas d'en faire. Et on voit bien la vulnérabilité, la pauvreté de la population, ce n'est pas malheureusement de la conjoncture, ce sont des phénomènes durables. Oui. Et donc, il est très, très important de comprendre que dans la même foulée de ces réformes de fond, la mise en place d'un système de revenus directs est également quelque chose de très… C'est ce qu'on appelle le revenu universel, notamment en Europe. Bien. Alors, il reste quand même, là aussi, dans les éléments de discussion qui restent ouvertes, hein, deux conditions. Je me contente simplement de deux conditions sur lesquelles, à partir desquelles on pourra juger quand même, je dirais, de la fiabilité et de la viabilité. Du système. Lesquels? Un, il faudra bien quand même qu'on se mette d'accord sur quel système? Capitalisation, répartition, répartition, capitalisation. Et je dirais, pour aller encore plus clair, en dernier lieu, qui prendra en charge la part la plus importante en termes de cotisation, en termes de… C'est évident que selon qu'on est dans la répartition ou là, dans la capitalisation, on est dans deux conceptions finalement de la protection sociale qui sont extrêmement différentes et ça peut tout changer. Bon. Deuxième problème, c'est encore une fois le financement. Et le financement, ce n'est pas simplement est-ce que c'est l'État qui va prendre la moitié ou les 2/3 de la cotisation, est-ce qu'il est l'employé, l'employeur, etc. C'est aussi, d'une manière ou d'une autre façon, le système de finances publiques devra être impliqué fortement. Il faudra trouver des ressources financières suffisantes, pérennes, durables, pour pouvoir financer quelque chose de solide qui tienne la route. Et pour cela, là encore une fois, on ne va pas réinventer la roue. Et la plupart des pays qui ont été avant nous, notamment en Europe, mais aussi ailleurs, et là, pour en parler, pour financer un système de protection sociale qui tienne la route, il n'y a pas 36 solutions. Il y a l'impôt. C'est pas le reste, c'est l'impôt. Et l'impôt, quel impôt? Regardez, entre parenthèses, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous assure, hein, je ne fais pas de la pub, mais c'était la lecture des deux ouvrages de Thomas Piketty, le dernier, Capital et idéologie, et celui qui l'avait précédé, le Capital au XXe siècle, sont extrêmement instructifs à ce niveau. On apprend très, très simplement, on lit les expériences, notamment d'un certain nombre de pays. Qu'est-ce qu'on en tire? On en tire que les pays qui ont su mettre en place les systèmes de protection durable, d'abord, les toujours été en parallèle avec la mise en place d'impôts, fortement progressifs, donc des impôts sur le revenu avec une forte progressivité, évidemment pour mettre à contribution ceux qui ont les moyens, de manière effectivement équitable. Deuxièmement, mise en place d'impôts sur les grandes fortunes et d'impôts sur les successions également progressifs. C'est ce trio-là, impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur les successions, qui ont
permis de fonder le socle de financement d'un système de protection sociale viable. Alors, évidemment, encore une fois, nous sommes au Maroc. Ce qui est important, c'est le débat. Ce qui est important, c'est qu'on puisse sereinement ouvrir un débat sur de telles questions, mettre en place les alternatives possibles et être en mesure, effectivement, donc, de prendre des mesures qui puissent quand même être les plus équitables possibles, puisque là, on est en train de parler de protection sociale. Bien. Alors, le dernier point, je dis un mot. Peut-être que s'il y a une question, je reviendrai là aussi. La réforme du secteur public, vous savez, cette réforme, en fait, c'est une question qui revient de manière récurrente. Je rappelle, les premières réformes du secteur privé, ça date des années 80. Évidemment, ça n'a pas arrangé les choses. Alors, pour la énième fois, il est question de redimensionner, restructurer le secteur public. Alors, disons à travers quelques axes. D'abord, il est question pour ce qui est des entreprises dites non marchandes, soit en fait d'en liquider celles qui semblent ne pas être. Ça, je pense qu'il va y avoir de la casse, hein, si je puis dire. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui sont dans le collimateur qui vont probablement être liquidées. Mais il y a aussi des entreprises qui vont être réintégrées dans les structures ministérielles. Il y a d'autres entreprises qui pourraient faire l'objet de regroupements dans le cadre de holding sectoriel, homogène, comme on dit. Bon, voilà. Et il est question de créer, pour cela d'ailleurs, une agence nationale qui serait chargée de la gestion stratégique des participations de l'État. Je trouve ça là aussi, l'idée me paraît intéressante. Je pense que disposer d'une structure qui puisse avoir une vue d'ensemble sur le patrimoine, le portefeuille, je veux dire, de l'État, qui puisse élaborer des visions d'ensemble, qui puisse travailler à la mise en synergie de ce qui existe, de rationaliser, etc. Tout ça ne peut qu'être salué si, encore une fois, c'est fait, si c'est réalisé. Simplement, et je termine cette partie-là aussi là-dessus, on est un mot. On voit bien, on peut discuter longtemps, et je répète, s'il y a des questions, je reviendrai dans le détail, mais on peut discuter longtemps, on voit bien où est-ce que ça bute. Et ça bute quoi? Ça bute d'abord tout simplement sur les systèmes politiques. Ne nous racontons pas d'histoire. Le problème du secteur public, c'est d'abord le problème de l'État. Les tares du secteur public sont d'abord les tares de l'État. C'est l'État qu'il faut réformer. C'est fondamentalement les structures de l'État, la gouvernance globale qu'il s'agit de repenser. Et il serait illusoire de croire, disons, réformer le secteur public sans réforme globale de l'État. Je vous donne un exemple très simplement comme ça pour que vous puissiez comprendre de quoi j'entends. Prenons par exemple aujourd'hui, tout un parle de reddition des comptes, de nécessité, de redevabilité, etc. Très bien. Mais le problème, c'est que vous voyez, du fait de la Constitution, on n'est pas en train de parler de choses qui soient... On est en train de parler de la Constitution. La Constitution, par exemple, elle vous dit, les entreprises dites stratégiques, c'est-à-dire, disons, tout ce qui est important dans le secteur public, les entreprises dites stratégiques, eh bien, leurs dirigeants, leurs patrons, ne sont pas nommés par le conseil de gouvernement, ne sont même pas, en fait, ne se sentent même pas redevables en reddition des comptes devant ni le gouvernement, ni même le Parlement, quelquefois. C'est le roi qui nomme les patrons de ces entreprises, et donc ces entreprises se sentent d'abord redevables, comptables, devant l'institution monarchique. Il y a là quelque chose de problématique, parce que comment voulez-vous qu'un gouvernement puisse conduire une politique avec, si vous voulez, des axes qui touchent à tous les secteurs où sont présentes ces entreprises publiques, sans avoir la main sur ces mêmes entreprises, sans pouvoir effectivement demander des comptes, organiser, orienter, etc. Manifestement, là, on est devant un problème majeur. Vous voyez bien que là, on n'est pas en train de parler de choses mineures, on est en train de parler de dispositions qui sont dans la Constitution. Et donc, il est évident qu'aller vers la bonne gouvernance, c'est tout simplement faire comme ça se passe si on veut rationaliser, réformer, il faut
que les dirigeants de ces entreprises soient comptables de leurs actes, de leurs politiques, et comptables, rendre compte devant un gouvernement, devant l'exécutif, un exécutif élu, devant les parlementaires qui sont élus, etc. Voilà, c'est juste pour vous dire, si vous voulez, comment c'est très bien de parler de réforme du secteur public. Il faut savoir qu'on restera, quelles que soient les ambitions, on restera à un niveau, une sorte de plafond de verre, tant qu'on n'a pas modifié les règles fondamentales qui régissent la gouvernance de ces entreprises. Alors, je termine en conclusion. Deux observations rapides, et puis après, j'espère qu'il y aura des questions, et puis je pourrai revenir donc pour développer. Je dirais deux observations. La première, bon, évidemment, on l'a dit, vous l'avez dit au départ, la crise, elle est mondiale. Elle n'épargne pratiquement pas de pays. Évidemment que chaque pays a ses conditions et qu'évidemment que la mondialisation elle-même, telle qu'on l'a vue, telle qu'elle s'est développée sur les 20-30 dernières années, va d'une manière ou d'une autre, va sortir différente. Il y aura des changements, notamment les fameuses délocalisations, on parle de relocalisation. Il y a, quel que soit, honnêtement, au stade actuel, il y a autant d'arguments pour plaider pour la relocalisation que d'arguments qui vous disent attention, attention, n'allez pas vite en besogne, les choses sont plus compliquées, etc. Bien. Ce que je peux dire, c'est que pour un pays comme le Maroc, d'une manière ou d'une autre, une crise, bien évidemment, que c'est des chocs, c'est des larmes et des sueurs, comme on dit, mais c'est aussi des opportunités. C'est des opportunités. Et dans cette nouvelle dynamique de la mondialisation, ben oui, il y aura encore une fois des gagnants, il y aura des perdants. Est-ce que nous sommes capables de figurer parmi les gagnants, moyennement gagnants? Je pense que là est effectivement un des enjeux majeurs qui se pose à nous aujourd'hui et demain. La deuxième observation, et j'arrête, mais je dirais qu'en fait, au-delà de la relance, il y a les réformes de fond, tout simplement. Il y a le fameux modèle de développement. On est en train de parler, on a le nez sur le guidon, et même si j'ai insisté, j'ai essayé de tirer même du plan de relance quelques réformes qui ont une dimension stratégique, mais je pense que on ne fera pas l'économie. On ne fera pas l'économie d'une véritable remise en question des choix. Je dis bien des choix. Pour moi, j'ai toujours dit, le modèle, ça ne veut rien dire. Le modèle, c'est d'abord des choix majeurs qui ont été faits il y a 50 ans, qui sont là depuis 50 ans. Ce n'est pas des choix sur un quinquennat ou une décennie. Ce sont des choix majeurs qui ont été faits et qui, malheureusement, n'ont pas produit les effets qui ont été attendus. L'intégration dans l'économie mondiale en est un, mais le pari, par exemple, sur le secteur privé en est un autre. C'est évident que nous avons fait des choix, des paris, qui se révèlent concrètement aujourd'hui, avec le temps, avec les faits qui se révèlent perdus. Et donc, aujourd'hui, au-delà de la relance, il s'agit de repenser nos choix stratégiques majeurs de développement si nous voulons réellement, effectivement, dépasser cette mauvaise passe et surtout être parmi quand même ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient gagner à cette crise. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais maintenant j'attends vos questions et je suis avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Akesbi. C'était extrêmement intéressant et voilà, on n'a pas vu le temps passer. Donc, vous avez eu des propos extrêmement intéressants, encore une fois, pertinents, et on vous a écouté, je crois, pendant plus de 3/4 d'heure, facilement, presque 1 heure. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vais aller directement parce que on est forcément dans un format défini, on va dire à durée déterminée. Donc, je vais vous poser une question qui a été posée par un des adhérents de la Chambre qui vous a écouté et qui, évidemment, vous remercie beaucoup pour vos propos
très pertinent, clair. Et est-ce que vous pourriez dire un mot sur les activités qui n'arrivent pas encore à se lever, notamment, et c'est ce que précise cette personne, les prestataires de services. Et donc, à défaut de carnet de commandes, comment ces entreprises peuvent réussir? Qu'est-ce qui est possible de faire à ce niveau? Donc, je redis, ces activités qui n'arrivent toujours pas à se lever, se relever même. Et donc, l'exemple qui est cité, c'est les prestataires de services. Et voilà, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Peut-être prendre des exemples concrets de prestataires de services. Voilà la question. Alors, merci pour cette question. Elle est intéressante parce que, en fait, au-delà d'un cas particulier, c'est une manière d'aborder les politiques publiques, en fait, qui est soulevée. Je vais m'expliquer. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, la réponse, par exemple, que l'État a apportée vis-à-vis des entreprises qui sont inscrites à la CNSS. Finalement, la démarche a été de dire quoi? Licencier. Licencier. Bon, vous devez licencier, eh bien licencier. Moi, ensuite, l'État, à travers la CNSS, je viens et je donne 2000 dirhams à chaque salarié licencié pour lui permettre de tenir le coup. C'est ça la démarche. Moi, je me dis, est-ce que la démarche n'aurait pas été autre? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de s'adresser en fait directement à l'entreprise, de manière contractuelle, ce qui a d'ailleurs été fait dans certains pays, de dire au chef d'entreprise, OK, la situation est très difficile. En principe, vous devez licencier. Eh bien, moi, l'État, je vais prendre en charge avec vous, donc on va se partager la peine, si je puis dire. Je vais vous donner une subvention à vous, l'entreprise. Mais c'est une subvention ciblée pour préserver l'emploi. Vous voyez là, je vous donne de l'aide, mais à condition que vous gardiez l'emploi. Bien, vous voyez que c'est une autre façon de concevoir la politique, une mesure de politique publique. Eh bien, par exemple, là, pour ce qui est, vous me dites, on rejoint la question de l'action par l'offre ou par la demande. En réalité, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a l'impression que toutes les mesures qui se font, y compris celles qui sont en cours, en fait, finalement, font le pari de l'action par l'offre. Le problème, c'est les entreprises manquent de ressources de financement, on leur donne des ressources de financement et le problème va se régler. Et vous l'avez, la personne qui a posé la question a bien soulevé la question. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de carnet de commandes, etc. Alors, dans la même veine, avec le même état d'esprit, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas été, par exemple, d'agir justement au niveau de la demande, directement? Je donne, par exemple, le cas du tourisme, ce qui a été appliqué d'ailleurs dans certains pays. Ben, le fameux chèque vacances. Ben, le chèque vacances, c'est quoi? Je vous donne une somme d'argent, à un ménage, mais évidemment, c'est ciblé à condition que ce chèque, il puisse l'utiliser pour consommer un service touristique. Voilà. Et donc là, je me suis assuré que cette aide que je donne pour soutenir la demande, elle va être ciblée et elle va profiter directement à une entreprise touristique. Eh bien, ce même exemple, on peut le multiplier. On peut le multiplier à différents niveaux. Ça peut être dans le cas de certains métiers de prestataires de prestation du service dans le domaine de l'événementiel, par exemple, du marketing, des services techniques. On peut aujourd'hui, par exemple, aider des entreprises, mais directement, une entreprise qui a un problème, par exemple, de maintenance d'un matériel donné, s'il y a une entreprise spécialisée dans la maintenance, ben oui, on peut donner une aide, mais qui est directement ciblée sur la maintenance. Et donc, du coup, on est certain que la contribution de l'État n'est qu'une contribution indirecte à l'entreprise, c'est une contribution directe
à l'entreprise prestataire de services. Vous voyez? Et donc, on lie ces deux choses-là. Il me semble que beaucoup de mesures d'incitation, d'aide, aujourd'hui, peuvent être formatées pour être fléchées, ciblées sur des actes plutôt que sur des secteurs, des entreprises, des crédits, etc. Être ciblé sur des actes et de cette manière, à mon avis, je pense qu'on peut réellement, effectivement, faire d'une pierre deux coups. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous m'entendez? Oui. Ah, très bien, pardon. Merci beaucoup pour votre réponse. J'avais une autre question, alors peut-être un peu plus large. Au début de votre propos, vous avez parlé d'incertitude. Incertitude qui définitivement s'installe maintenant dans notre environnement et fait partie de notre environnement maintenant, l'incertitude. Est-ce que cette notion d'incertitude, désormais, elle ne doit pas inviter aussi les entreprises à faire évoluer leur système de gouvernance pour justement être capable d'apprécier cette incertitude qui, encore une fois, donne vraiment l'impression de s'installer et que finalement, c'est notre quotidien désormais en entreprise, l'incertitude. Évidemment, vous savez, là, c'est carrément la philosophie, une philosophie de vie, une philosophie des affaires qui est en question. C'est vrai que, en tout cas, une grande partie de ce qu'on peut appeler les entreprises, allez, on va dire gentiment établies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, on est dans des secteurs, soit des secteurs de rente. Nous sommes dans l'économie marocaine où la rente est encore une réalité que chacun peut constater tous les jours à tous les niveaux. Soit dans des secteurs largement, on va dire, oligopolistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est 2 ou 3 entreprises, on se met d'accord et on s'entend et on administre le marché. Et cette réalité fait qu'elle a un effet pervers pour l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'elle installe l'entreprise dans une sorte de paresse, je dirais managérielle. Une paresse managérielle qui fait que, bon, ben, de toute façon, puisque l'argent rentre, puisque tout roule, puisque tout peut s'être réglé, je veux dire, hors marché. C'est ça. On règle les problèmes hors marché, pas sur le marché. Vous voyez? Et donc, tout se règle hors marché, tout se règle demain ailleurs, etc. Bon, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de recruter des compétences. On n'a pas besoin de repenser le système organisationnel. On n'a pas besoin d'être plus innovant et on n'a pas besoin, justement, de faire acte d'anticipation, de faire acte de prévision. Si vous voulez, vous le savez bien, les systèmes d'alerte, les systèmes de veille n'existent pratiquement pas. Quelles sont les entreprises qui, aujourd'hui, au Maroc, même parmi les plus grandes, peuvent se targuer d'avoir un véritable système de veille opérationnel et qui réellement fait de la veille? Honnêtement, si elles existent, on peut les compter sur les bouts des doigts. Donc, c'est vous dire que là aussi, moi, je considère toujours qu'une crise, c'est de la sueur et c'est des larmes, mais aussi c'est des opportunités. C'est des moments de lucidité qui ouvrent des perspectives. Par exemple, là, justement, la découverte, je veux dire entre guillemets, la découverte de cette possibilité du travail à distance. C'est quand même quelque chose qu'on a, ce que nous sommes en train de faire, technologiquement existe depuis bien longtemps, et pourtant, on n'aurait pas imaginé une rencontre comme celle-ci de cette manière s'il n'y avait pas eu Covid. Et depuis le mois de mars, je peux vous dire le nombre incroyable, effectivement, de visioconférences, une activité intellectuelle, culturelle, sociale absolument intense, mais qui se fait à travers. Mais les entreprises ont découvert, entre guillemets, l'intérêt du travail à distance. Vous le savez bien, vous êtes là aussi certainement mieux placé que moi pour vous parler de ces choses-là. Mais en tout cas, moi, je connais des amis qui, depuis des années, essayaient
de convaincre leur patron de l'intérêt, parce qu'ils n'ont pas, pour le travail qu'ils avaient à faire, ils n'avaient pas besoin d'être tous les jours à 8 heures du matin au poste de travail. Eh bien, on ne comprenait pas, non, il n'y avait pas de… Maintenant, je pense que les entreprises ont découvert, beaucoup d'entreprises ont découvert l'intérêt dans le système de gouvernance de l'entreprise. On découvert l'intérêt d'une… Donc, c'est pour vous dire que la crise, elle est là, elle ouvre des perspectives. Je pense que, oui, parmi les impératifs incontournables qui s'imposent aujourd'hui et demain, c'est effectivement le fait pour les entreprises de considérer que désormais, oui, on est entré dans un monde, j'allais dire, perpétuellement incertain. Ce n'est pas pour ajouter une note lugubre à notre discussion, mais vous le savez bien, tous les spécialistes de la prospective, tous les spécialistes des réflexions prospectives vous diront que nous sommes entrés dans un monde, effectivement, où les aléas de toutes sortes, on parle des maladies, des virus, qui peuvent se renouveler, etc. Mais les changements climatiques ne sont pas moins, sont également majeurs. Les problèmes, évidemment, les incertitudes économiques, sociales, politiques, que sais-je. Donc, la veille, je préfère utiliser plutôt ce mot. La veille. La veille est une fonction vitale aujourd'hui pour les entreprises, et je dirais toutes les entreprises. Et je veux dire, évidemment, les grandes entreprises peuvent se permettre d'avoir leurs propres moyens de dispositifs de veille. Mais je dirais, moi, les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas les moyens, elles devraient le faire quand même à travers leur organisation professionnelle. Elles devraient le faire. Des organisations professionnelles aujourd'hui devraient être le moyen, effectivement, de mutualiser des moyens qui permettent effectivement à leurs adhérents, je dirais tout simplement de regarder l'avenir de manière un peu plus claire chaque jour. Merci beaucoup pour cette réponse et qui m'amène une réflexion sur, effectivement, en ces temps d'incertitude, peut-être un peu plus d'humilité à appréhender ce qui va se passer et peut-être effectivement d'être dans la veille, c'est-à-dire dans l'analyse de ce qui se passe et pas dans les prévisions de ce qui pourrait arriver. Je pense que c'est assez intéressant. J'ai une dernière question à vous poser qui est assez large, mais je crois au cœur du sujet, c'est pour refaire tourner cette roue de l'économie, cette roue d'un monde qui doit tourner. Mais du coup, qui doit commencer le premier? J'imagine qu'à travers cette question, alors je précise la question qui dit à la fin que effectivement tous les échanges dans tous les sens sont en souffrance. Donc du coup, qui doit commencer en premier pour refaire tourner cette roue? Et finalement, est-ce qu'il faut qu'il y ait qu'un premier qui recommence à faire tourner cette roue, par exemple l'État avec des mesures, ou il faut que ce soit un effort et un élan général de l'ensemble des acteurs? Évidemment que le bon sens signifierait de vous dire que tout le monde doit y mettre du sien. Évidemment que tout le monde. L'économie, ça n'est pas. C'est ça qui est quand même bizarre. Un des paradoxes, c'est quand même d'être dans une idéologie qui prêche la libre entreprise, le marché, le secteur privé tous les jours, matin et soir. Et en cas de difficulté, en cas de problème, tout le monde se tourne vers l'État. Tout le monde s'adresse à l'État. C'est quand même un paradoxe qu'il faut souligner. Bon, en fait, tout le monde doit mettre du sien. Moi, personnellement, pour des raisons très pratiques, simplement, très pragmatiques aussi, je pense que dans le système tel qu'il se présente au Maroc aujourd'hui, et pour être précis, j'entends par là, allez, on va dire, quand même une large passivité du secteur privé, c'est le mieux qu'on puisse dire. On est quand même dans une situation avec un profil de secteur privé qui est plus dans une posture tout le temps de revendiquer des privilèges, des avantages de l'État que dans celle de l'entrepreneur
pétérien qui relève les défis, prend des risques, etc. C'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'entendais quand je disais tout à l'heure qu'on a perdu le pari majeur sur le secteur privé. Bon, c'est une réalité. Donc, parce que telle est la réalité, oui, je dis c'est à l'État de commencer. Oui, c'est évident. C'est à l'État, pourquoi? Parce que c'est l'État qui dispose à la fois des moyens de financement, de l'organisation nécessaire, et je dirais, si le système politique le permet, de la volonté politique de faire les réformes. D'où la nécessité, effectivement, de procéder à des réformes politiques. Moi, j'incite, certains parmi vous connaissent mes positions permanentes sur la question. Moi, je considère que nous sommes dans un système qui atteint ses limites parce que le système politique est devenu une sorte d'obstacle au développement économique. Et donc, moi, que la réforme économique et la réforme politique sont une même dialectique qui doit se faire en même temps. Et l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, il faut une réforme politique pour que l'État, avec une nouvelle orientation, une nouvelle volonté politique, et aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la volonté, il faut aussi de la capacité. Donc, une volonté politique, une capacité de faire, puisse effectivement engager les réformes majeures qui s'imposent. Et à partir de là, on peut espérer que progressivement, effectivement, le privé, le secteur privé, puisse s'engager dans cette nouvelle dynamique. Mais là, c'est un choix pragmatique, ce n'est pas un choix idéologique. Je ne considère pas que l'État doit commencer parce que je pense que l'État est le meilleur. Non, c'est un choix pragmatique qui est imposé par les réalités du pays. Merci beaucoup, monsieur Akesbi. C'est un format toujours un peu frustrant parce que il y a un moment il faut le terminer. Merci beaucoup pour vos propos, merci pour ces propos que vous avez su nous transmettre, à la fois des propos directs, j'ai trouvé sans pincettes, précis, très concrets, des exemples, je trouve très concrets. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir votre point de vue, à la fois très pragmatique, très réaliste sur ce qui se passe, et puis je trouve aussi volontariste, et j'ai senti une note d'optimisme, et ça, une note d'optimisme, et c'est, je crois, important en ce moment. Donc, merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir de vous écouter, un grand honneur de vous avoir comme invité, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, donc à la fois sur Zoom et à la fois sur MyCFCIM. On peut aussi, vous savez, en podcast, écouter les propos de monsieur Akesbi, donc voilà, et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire le mois prochain, pour un nouveau rendez-vous de la Chambre française de commerce ici au Maroc. Merci beaucoup, et encore merci beaucoup, monsieur Akesbi. Très bonne continuation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.